Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette 4e émission 0% complexé, 100% convivial des décideurs locaux. Le concept est très simple, de l'échange, de l'expertise et du café, car tout bon moment commence par un café. Pour chaque émission, nous accueillerons des invités, experts dans leur domaine, pour nous parler de leur histoire, leurs projets, leurs visions sur des enjeux qui nous concernent. Et tout à l'heure, j'ai la chance d'accueillir Sébastien Vossier de la société Elben et Christophe Bonhomme du groupe Bonhomme. Bonjour, merci de m'avoir rejoint sur le plateau. Je vais commencer par toi Christophe. Christophe Bonhomme, le groupe Bonhomme qui a fêté ses 60 ans, création en 1963 par Maurice, ton papa. C'est ça. C'est deux pôles d'activité, Bonhomme Bâtiment et Bonhomme Automobile, et 240 collaborateurs. Alors j'avais un chiffre de 80, mais c'était en 2022, je crois que c'est 90, et sur les deux activités. Qu'est-ce que tu veux rajouter pour te présenter? Bonjour et merci. Je peux rajouter que oui, c'est assez particulier d'être un groupe sur deux métiers qui semblent très différents, mais ils ont un ADN commun qui peut un peu parler à l'évolution de notre structure et à ce qu'on est maintenant. Mon père était mécanicien agricole en 63. Et il s'est installé en 63, il s'est marié en 63 et je suis né en 64. Voilà, donc j'ai 60 ans aussi, comme le groupe. Et en étant mécanicien agricole, il a été amené dans cette période des années 60 qui était vraiment le boom de la mécanisation du monde agricole et la transformation forte, à créer des machines, à vendre et modifier des tracteurs, à adapter, je pense que le mot-clé c'est ça, à adapter, trouver des solutions pour ses clients et adapter ce qui existait pour améliorer. Et moi, je suis arrivé en 84 dans l'entreprise, il était seul avec son frère et un employé. J'ai fait un doc de physique qui n'a strictement rien à voir, mais j'ai toujours eu envie de travailler pour moi et de créer. Je pense que la notion de créativité est importante chez nous. Mon frère Thierry est arrivé quelques mois après moi. Et puis lui, il a développé plutôt ce qui lui plaisait sur la partie automobile, restant mécanique, et moi sur la partie bâtiment, puisque mon père faisait quelques hangars agricoles pour ses clients, amis et clients. Et du coup, vous avez arrêté la partie agricole? Vous faites plus aujourd'hui La partie agricole, on ne la fait plus parce qu'elle s'est spécialisée par des concessionnaires, par des marques. Elle s'est vraiment très professionnalisée et à ce moment-là, il n'y a plus tellement le rôle ou le besoin. Voilà. Donc on n'a pas développé, on n'a jamais développer plus cette partie-là. On est plutôt venu sur le particulier pour l'automobile et l'industrie et nos clients dans les différentes flottes de véhicules. Okay. Voilà, donc les entités ont grandi les unes après les autres. Et le pôle auto s'est diversifié avec des croissances externes, notamment Drôme Pneus à Bourg-Péage, avec des agences .s, et puis on a développé d'autres. Et puis la partie location, en rachetant la partie location véhicules de tourisme de Carrier à Romans. Voilà, donc toujours dans le service. Et nous, l'activité bâtiment, on était autour du métal. C'est notre ADN quand même de transformer l'acier dans le bâtiment. Et on a nos propres outils de production, nos propres bureaux d'études, nos propres calculateurs, nos propres monteurs et une conduite de travaux. Et on s'est rapidement développé aussi, en parallèle, toujours amenant plus de services à nos clients sur l'activité de contractant général. Ok. Avec des partenaires, et le lien est tout fait pour que je te présente Sébastien Vossier. Tu as créé le groupe en 2012, le groupe Elben, qui regroupe à peu près 8 sociétés, dont Edrelec, qu'on connaît bien à Valence. Le groupe, c'est la cohésion de plusieurs entreprises spécialisées dans les domaines du génie électrique, de la plomberie, du CVC, de l'énergie, des courants faibles et des courants forts. C'est ça. C'est à peu près 18 millions de chiffre d'affaires sur le dernier exercice, plus de 100 collaborateurs. Et qu'est-ce que tu veux rajouter pour te présenter? Déjà vous remercier. Merci Sébastien de m'avoir convié à cette rencontre. Avec grand plaisir. Doublement satisfait parce qu'en plus j'ai le plaisir de la partager avec Christophe que je connais, que je commence à bien connaître, à la fois personnellement et aussi puisque le groupe Bonhomme dans sa stratégie et dans sa vision
nous intègrent parfois dans leur accompagnement sur la construction, donc en étant multi-énergie. Donc un vrai plaisir à partager ce moment avec vous, ce moment d'échange. Le groupe, c'est effectivement aujourd'hui doté d'un outil multi-énergie, puisque tout comme, encore une fois, l'a fait Christophe en proposant des clés en main à ses clients, nous, on souhaitait faire la même chose, mais dans notre métier. Donc la genèse du projet, c'est effectivement Edrelec qui fêtera pas ses 60 ans, mais ses 50 ans, puisque Edrelec a aussi 50 ans, et on va essayer de partager un moment avec tous nos collaborateurs et puis nos clients pour fêter tout ça. Mais l'idée, c'était, une fois que l'acquisition de Edrelec a été faite en 2012 via la holding Elben, qui effectivement détient 8 sociétés aujourd'hui, c'était d'aller un peu plus loin et d'accompagner au mieux dans une approche multi-énergie l'ensemble de nos clients. Donc on a construit autour de l'électricité naturellement la plomberie et la climatisation CVC pour déjà avoir cette offre complète et proposer ces services-là. Et on vient de rajouter aujourd'hui la partie photovoltaïque qui est, à mon avis, dans l'air du temps, entre la rénovation énergétique et puis la grosse révolution de l'énergie et du monde de la consommation d'électricité, va être un fer de lance de notre stratégie qui ressemble, même si aujourd'hui on ne travaille pas en famille, on est une PME où on a des directeurs engagés dans chaque filiale, une vraie stratégie de proximité et de service, et qui, à mon avis, sont la force de nos PME locales. Ouais. Voilà. Bon, vous avez pas mal de choses en commun. On va pouvoir discuter de tout ça. Ouais, il y en a. On a commencé à discuter un peu avant et je m'en rends compte qu'il y en a beaucoup plus que ce que j'imaginais quand j'ai préparé l'émission. Bon, maintenant qu'on sait avec qui on va boire un bon café, on va rentrer dans le vif du sujet avec la question à 1 million. Jingle. Alors, dans un environnement économique en constante évolution, comment est-ce que l'on gère la croissance et l'expansion dans le contexte économique actuel? Alors, comment vos entreprises vont aborder les défis de la croissance et l'expansion? Vous avez grossi, vous êtes rajouté des activités, vous en avez repris. On a un contexte qui est, j'aime pas dire compliqué, mais plutôt complexe. Comment est-ce que vous allez gérer ça? On arrête tout et on se concentre sur ce qu'on sait faire, ou au contraire, on continue à développer? Qu'est-ce qui veut commencer? Honneur aux plus anciens. Merci Sébastien. Qu'est-ce que je peux répondre à ça? Déjà, dans ce qui nous relie tous les deux, et je le découvre au fur et à mesure qu'on avance ensemble avec Sébastien et Edrelec, c'est le lien concret. Enfin, le lien concret, les relations et le lien concret sur le territoire. D'accord? Donc déjà, on est fort des gens qu'on a autour de nous. C'est une première chose. Et ça continuera. Je pense que c'est les bases sur lesquelles il faut qu'on s'appuie dans toutes nos croissances. Parce qu'il faut maîtriser ce qu'on fait. On est dans le bâtiment quelque part quand même, donc on aime bien faire des fondations. Les fondations, elles sont sur du terrain, elles sont sur un terrain qu'on connaît. Et les fondations, il faut les rendre solides, de plus en plus solides et stables. Donc ça, je pense que c'est le premier point. Je viens à ça parce que on est tous les deux adhérents à la fédération. On a tous des responsabilités, des mandats à la fédération du bâtiment. Sébastien sur son métier, moi sur le mien. J'en ai eu et j'en ai encore, mais au niveau national. Et ce qui me semble, moi j'ai toujours milité pour que l'entreprise soit le plus haut possible dans la chaîne de valeur du bâtiment. Elle a été trop longtemps pour moi ramenée à faire des prix, à mettre un prix sur un bordereau et exécuter et prendre tous les risques sans pouvoir travailler à la conception, sans pouvoir participer à mettre son intelligence et que son intelligence soit reconnue dans la conception. Donc c'est ce que j'ai toujours milité auprès des instances où j'étais, et c'est ce vers quoi je crois, et je pense que nos croissances, elles passent par là. Elles passeront par les relations que l'on va tisser. Par les relations et par le fait qu'on soit partie prenante. Quand on travaille avec Sébastien, nos bureaux d'études travaillent conjointement sur un projet, sur une feuille blanche. On ne va pas concevoir le projet et après aller chercher Sébastien, il dit chiffre-nous cette partie-là. Il participe aussi à la conception
hein, en termes de technique, en termes de... Voilà, on s'appuie sur ces bureaux d'études. Ça, c'est nouveau, ça, avant, ça n'existait pas. Chacun travaillait, posait son chiffre. Oui, alors je pense que il est modeste, donc il ne le dira pas, alors je vais le dire pour lui, mais c'est vrai qu'il est précurseur dans sa vision pour aller capter et puis amener tout intérêt sur un client final dans cette vision de partenariat et d'engagement humain. Naturellement, quand on réfléchit à une stratégie, puisque quand on reprend Edrelec en 2012, c'est une boîte qui fait 1,5 million, où vous avez dit, et encore avec beaucoup de modestie, mais on est aux alentours de 18 millions, c'est qu'il y a eu des stratégies à prendre, il y a eu un développement à prendre, un développement social, donc effectivement on en parlera sûrement de l'enjeu social dans tout ça, mais avant tout il fallait que dans la réflexion primaire d'un développement d'une PME, il fallait regarder ce qui se passait. Et la chance qu'on a, c'est d'avoir des exemples qui vous donnent la ligne à suivre. Et effectivement, quand par stratégie, on voit des grands groupes comme le groupe à Christophe et à Thierry ramener tout ça à l'humain et à la proximité et au travail d'entreprises locales pour apporter une solution, on donne une voix à tout ça. Donc on se met une pression d'engagement, puisque quand on a la chance d'être intégré dans un groupe qui a cette vision-là, on a à son tour une obligation d'engagement d'entrepreneur à entrepreneur, ça c'est le premier point. Et lors de cet engagement, on doit mettre les moyens qui y a en face. Donc aujourd'hui, c'était s'adapter à des faiseurs qui ont un coup d'avance, et je pense sincèrement qu'aujourd'hui, sur le secteur, la maison Bonhomme avait et peut-être a encore un coup d'avance dans sa vision d'amener une offre complète à un client industriel ou un client tertiaire, parce qu'il prend en considération toutes ces données qui font que derrière lui, derrière le haut de cette pyramide, une pyramide c'est fait de fondations, il a su attirer les gens et les amener à amener le même niveau d'excellence ou de production qu'il faut pour aller vers un résultat d'un projet global. Et c'est cette culture-là qui, nous, entrepreneurs PME, encore une fois derrière des gens qui ont comme ça, qui nous amène à nous remettre en cause, de mettre les bons outils, de voir effectivement, comme le disait Christophe, forcément à pas accès et répondre à des bordereaux de prix unitaires qui n'ont pas de valeur ajoutée, puisque ça, globalement, que vous achetiez une prise de courant chez X ou Y, la prise de courant, elle vaut le même prix. Comment on fait pour se démarquer? Eh ben, tout simplement en essayant d'amener l'engagement. Et l'engagement, quand on est des lots séparés comme nous, où on n'a pas un enjeu, il faut qu'on trouve des gens qui ont cette culture-là, et effectivement, ce groupe-là est dans cet esprit-là, et c'est vraiment intéressant. Alors, ça demande beaucoup d'investissement en amont. Il parlait de bureau d'études. C'est vrai que quand on parle d'une page blanche, il faut essayer de mettre les bonnes solutions, puisque quand un contractant traite 15 ou 16 lots à l'intérieur de la proposition qui va transmettre à un client, on n'a pas envie d'être le vilain petit canard et pas avoir bien travaillé. Donc ça met des pressions, puisque dans cet esprit-là, on doit encore une fois avoir un rendu qui doit être à la hauteur de la confiance qu'on peut nous donner. Et ça oblige à mettre des structures et de mettre de l'organisation, parfois aux dépens d'autres opérations. Mais le rôle d'un dirigeant, c'est de gérer des priorités et surtout de tenir des engagements. Du coup, vos métiers ont changé parce que vous parlez de recherche et développement. C'est des services que il y a 15 ans, il n'y avait pas. Ça fait quoi? Ça fait 10 ans que vous avez rajouté ça? C'est d'autres compétences? C'est une autre vision? Oui. Après, on l'a fait un peu sans le savoir, un peu comme Monsieur Jourdain, d'accord, parce qu'on est toujours en train de réfléchir.
Mais après, on formalise. Donc, c'est un peu ça la façon dont nos entreprises grandissent aussi. C'est-à-dire qu'on est entrepreneur ou on ne l'est pas. Quand on est entrepreneur, on n'a pas tous les voyants au vert, hein, sinon on n'est pas entrepreneur. Hein. C'est facile de décider quand on a tous les voyants au vert, on les a presque jamais au vert, mais on a l'intuition. D'accord ? Après, cette intuition, il faut quand même se rassurer. Mais c'est quand même notre force, c'est d'avoir confiance en nous et en nos collaborateurs. Pour ça, il faut bien les choisir. Et l'engagement, enfin vraiment, le mot-clé là-dedans, je pense, c'est l'adaptabilité, de l'agilité. Et on a de l'agilité si on a des gens qui sont agiles avec nous et qui croient à ce qu'on fait ensemble. Donc moi, j'ai jamais de vision à très long terme parce que c'est très compliqué. Mais par contre, on sait que là, il n'y a pas d'attente qu'on n'y arrive pas. Et chaque projet, on le prend un peu comme un challenge. Et avec les partenaires qu'on a et qu'on a su fidéliser, parce que je pense que les premiers qui ont travaillé avec nous sont toujours avec nous, ils ont tous grandi avec nous, on en a d'autres qui se rajoutent. Et vraiment, la première force, c'est les hommes dans nos métiers. Et ça, c'est une chance, je pense. Ça ne pourra jamais se délocaliser, ça. D'accord ? Et je pense que c'est vraiment ça. Et c'est ce qui m'anime dans ce métier. D'accord ? Dans le métier du bâtiment en général, c'est que c'est toujours une histoire d'hommes. Et la fédération nous a permis de nous fédérer, nous a permis de nous rencontrer. Mais moi, ce qui m'anime, c'est ça. C'est d'animer, justement, c'est d'animer, mais c'est aussi de fédérer autour des projets. Et je trouve que la contracte en général, c'est vraiment ça. On a une problématique. Et encore une fois, l'autre chose, c'est, et ça parle un peu dans des entreprises qui sont quand même familiales ou issues de familiales, c'est que c'est sur le long terme que ça se passe. Et la force d'un territoire, c'est sur le long terme. On n'est pas là pour faire un coup. Nous, tous les clients qu'on a eus, on continue de les avoir. On leur fait leur agrandissement de bâtiment. On a fait des erreurs, bien entendu. Et on a sûrement laissé sur le côté des clients qui étaient mécontents de nous. Mais généralement, c'est rarement pour des bonnes raisons, autant qu'ils viennent de chez nous ou de chez eux. Mais en tout cas, on travaille sur le long terme. Je pense que c'est ça la force. Et quand on est dans un milieu ou dans un univers qui change beaucoup, comme il change actuellement, qui permet de ne pas avoir de vision ou de ne pas voir de quoi sera fait le lendemain, c'est vraiment les fondations. Ça me rappelle une petite fable que l'oiseau, quand il s'appuie sur la branche, il n'a pas confiance en la branche, il ne sait pas si elle le tient, il a confiance en ses ailes si la branche casse. Et je pense que la force qu'on a dans un territoire comme le nôtre et les connaissances qu'on a, je pense que c'est ça. On a confiance en nous et que quoi qu'il arrive, on arrivera à sortir. Mais ça n'a jamais été aussi important, si je vous écoute, d'avoir des partenaires sur lesquels s'appuyer. Pour moi, il n'y a pas d'autre façon de faire. Je veux dire qu'on ne connaît pas les hommes avec qui on travaille. Si on ne sait pas s'appuyer sur l'un ou sur l'autre, on ne gagne pas à chaque fois. D'accord ? Quelquefois, on se trompe tous. Ouais, mais on est unis. Donc, voilà, généralement, le projet, lui, il ne perd jamais. Le client n'y perd jamais. Nous, des fois, on peut y perdre. D'accord ? On gagne d'autres fois. Mais ce qu'il faut, c'est que le projet par lui-même, donc le client final, n'y perde jamais. Là, on en revient à l'engagement. L'engagement qu'on a envers vous, l'engagement qu'on a envers un client à travers un contractant, c'est d'aller au bout. Et quand on est PME et qu'on a effectivement l'agilité et qu'on est entre décideurs, on a cette capacité à se regarder et se dire, bah là, ça va être plus compliqué, mais on a accompagné et puis ça sera mieux la fois d'après. Mais en tout cas, la vraie vérité, c'est qu'à la fin de tout ça, on doit être, quand on est intégré dans ces équipes-là, on doit être moteur pour aller au bout des choses. On a cette capacité quel que soit, même si le volume du groupe Bonhomme est plus important que le nôtre, mais on a cette même vision d'être opportuniste. Alors opportuniste, pas le gros mot, hein, dans le bon sens du terme, et d'avoir cette capacité à réagir vite et de s'adapter très vite. Et aujourd'hui, encore une fois, je vais le dire sans ironie, mais c'est la différence que retrouvent nos clients par rapport à des majors ou à des grands groupes. Parce qu'il y a une grosse mécanique, il y a tout un tas de process juridiques qui rentrent dès que la commande est prise. Il y a un jeu de triturer des sous-traitants qui sont que des sous-traitants et qui sont des one-shot à chaque fois, que nous, aujourd'hui, on bannit, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas dans la culture de l'entreprise. Quand vous serrez quelqu'un, serrez quelqu'un, et qu'à un moment donné, vous êtes à lui dire, mais en plus de ça, maintenant, il faut que tu fasses ça en plus,
Contrairement à un montage où on est en vrai partenariat, on a cette liberté de Le pouvoir discours n'est pas le même. œuvrer et puis de laisser des choses qu'on n'a plus quand on est dans l'autre schéma. Et mécaniquement, ça amène quoi? Ça amène du conflit et ça amène au sein d'un groupement qui devrait être dans l'intérêt du groupement, mais surtout du client, des accords. Et aujourd'hui, on a la chance, parce qu'on est sur un secteur de Romard-des-Choix qui est quand même riche en industriels, en gens intelligents, de pouvoir, je ne vais pas dire choisir, mais de pouvoir dire nos meilleures forces et notre expérience et notre compétence, on la met au profit de gens qui sont dans cet état d'esprit. Et parfois, bien évidemment, de nos clients directs, puisqu'on ne fait pas que de l'accompagnement contractant. On a aussi dans nos métiers d'électricité seul ou de plomberie chauffage seul des clients qu'on suit en permanence. Et on a toujours eu cette capacité de s'adapter à travers leurs attentes, leurs besoins. On a des gens qui ont décidé depuis quelques années à se passer de service maintenance. Donc on a dû nous compenser avec des techniciens qui étaient différents. Un technicien de maintenance, ce n'est pas un technicien d'installation neuve. Donc il a fallu qu'on s'adapte pour amener des solutions, amener de la réactivité, amener spécifiquement de la compétence au sein de l'usine ou du métier pour lequel on va travailler. Donc tout ça, c'est la force de l'entrepreneur d'arriver à se remobiliser. Pour ça, il faut que dans un contexte économique, il faut y aller par palier. Et c'est ce qu'a fait aujourd'hui le groupe. Le groupe s'est doté en 2012 d'un outil qui s'appelait Edrelec pour répondre à des demandes qui étaient de clients. Et puis, petit à petit, à passer des paliers. Alors, les premiers paliers un peu rapidement, un peu trop, selon certaines personnes. Mais il fallait qu'on accède à 5, 6, 7 millions d'euros de chiffre d'affaires rapidement pour pouvoir accéder à une typologie de clients qui était la cible. Pour ça, ces premières années sont parfois plus difficiles puisque tu es un peu l'outsider. Comment tu fais pour te démarquer? C'est souvent avec le prix uniquement. Le fait de construire tout ça nous a permis de structurer et de passer par étapes avec amener, même si on est des PME, mais à avoir une vision de contrôle-gestion, avoir une vision saine de l'analytique, avoir une vision de maîtrise en interne de ses comptabilités, de sa partie sociale. Et puis, une fois que les paliers grandissent, avec le nombre de personnes qui grandit, il faut aussi se structurer en termes de ressources humaines. Un, pour maintenir cette dynamique et puis avoir des relais pour échanger sur l'état d'esprit et la stratégie de l'entreprise. Deux, pour pouvoir faire du recrutement et essayer devenir une boîte intéressante pour trouver de la ressource et continuer à grandir. Donc, c'est tous ces paliers qui font qu'il faut atteindre une certaine taille pour pouvoir se payer ces outils, entre guillemets, et essayer de continuer à répondre dans un marché qui bouge et un marché qui a besoin aujourd'hui de boîtes comme Bonhomme en contractant, parce qu'il y a cet état d'esprit. Et puis, je le pense, comme nous, sur nos métiers spécifiques, parce qu'on a cette dynamique-là qui fait qu'on n'est pas sur du one-shot. Le one-shot, comme le disait Christophe, même si en tant qu'entrepreneur, on est obligé, on a un peu du mal à se projeter à 10 à 15 ans, mais quand on rentre chez quelqu'un, l'idée c'est de l'amener au bout dans les conditions qui étaient définies, avec le niveau de qualité qu'il attendait, pour que demain, de nouveau, il a un projet, on ait cette marque de confiance et qu'il se rappelle de nous dans le bon sens. C'est un peu l'idée. Alors effectivement, parfois c'est plus difficile que d'autres, mais en tout cas, on s'emploie aujourd'hui à essayer d'être... J'insisterai beaucoup sur l'engagement. L'engagement, pour moi, c'est la clé de toute réussite. On peut s'engager, avoir fait tout ce qu'il fallait, et parfois, il y a tellement d'environnements extérieurs qui peuvent faire que ça peut être compliqué, mais en attendant, l'engagement le plus fort, c'est quand on fait des rencontres et qu'on parle de projets,
qui est Christophe, qui est son fils Maxime, qui est à mes côtés Tristan, qui est avec moi depuis une trentaine d'années, hein, puisqu'on a le même parcours. Nos premières classes, on les a faites chez un industriel important du secteur. Mais depuis 12 ans, il est avec moi. À la fin de notre rencontre, on se tape dans la main et puis on se dit on y va et on y va avec engagement et on mettra tout en œuvre pour réussir. Et ça, c'est la force d'avoir des pairs qui nous expliquent que ces valeurs-là, c'est les valeurs clés de l'entreprise. Et c'est, je pense, comme ça que demain, même si on ne sait pas, l'actualité oblige, qu'est-ce qui va se passer potentiellement demain, mais je crois que notre force, elle est là, en face de majors qui ont une vision complètement différente, où effectivement, ce qui compte, c'est de passer dans des prix, c'est d'avoir des affaires pour faire travailler et payer des systèmes, mais qui ne sont pas forcément dans la stratégie de la culture du résultat, pas financier, mais du résultat pour le client technique et répondre à ses attentes. Prendre du plaisir. Ouais. Bon, je retiendrai que c'est une croissance, une expansion choisie. Ouais. C'est bravo. Allez, merci de nous avoir partagé votre vision sur le sujet. On va voir si vous êtes inspiré sur d'autres thèmes. Jingle. Alors, la question d'actu. Quelques chiffres clés sur le contexte économique du bâtiment. 2023, on a une réduction de l'activité. Le secteur du bâtiment a connu une baisse à peu près de 5% par rapport à l'année précédente. Augmentation des coûts des matériaux, pénurie de main-d'œuvre, différentes choses. Coût des matériaux, c'est un coût, une augmentation à peu près de 15%, j'ai lu. Investissement, les investissements de la construction neuve ont diminué en 2023 de 10%. Et puis tout ce qui est décret et réglementation, enfin, avec le décret tertiaire, 40% en 2030, d'économie d'énergie, 50% en 2040. On avait commencé un peu à en parler. Comment vous réagissez par rapport à ces chiffres? C'est des choses qu'on regarde ou on continue à avancer? J'y vais. Je te laisse la main. Alors, partager. Ces chiffres-là, effectivement, on les a vus, on les vit. Aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que pour plein de raisons, des investissements sur la construction neuve ont été limités. Je crois que Christophe en a touché deux mots tout à l'heure et il en reparlera. On a un problème de foncier, on a un problème de plein de choses. Pour autant, ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que aujourd'hui, on est sur avec le décret tertiaire, on est sur une révolution de la construction et de la consommation. Aujourd'hui, il me semble qu'on a abordé le sujet, enfin certains abordent le sujet en disant, voilà, cette obligation, beaucoup de gens le prennent comme une grosse contrainte, puisqu'aujourd'hui, c'est une chape de plomb leur tombe sur la tête en leur disant tu dois faire ça, ça, ça. Et c'est toute la valeur ajoutée de notre approche, c'est de dire, faisez de cette obligation un bénéfice. Voilà. Et aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas capacité, parce qu'ils sont dans la méconnaissance de la valeur ajoutée que peut avoir ces décrets et l'impact qu'il aura, à être accompagnés. Et aujourd'hui, notre clé dans tout ça, c'est d'être là, d'avoir analysé avec les critères que vous venez de dénoncer, hein, bien évidemment, l'augmentation des matériaux, mais comment on fait pour mettre des matériaux peut-être moins mais plus nobles qui vont compenser un surcoût, comment on construit mieux, comment on rénove mieux. Là, tu fais appel au coût carbone quand on construit. Entre autres. Mais la vraie idée, c'est réfléchir en amont et se dire, transformons encore une fois une obligation qui est une contrainte pour un investisseur et faisons en sorte que ça soit un bénéfice pour lui. Et ça, dans l'esprit de ce qu'on disait tout à l'heure, l'opportunisme, la réactivité, c'est la force des PME et encore plus celles qui sont autour de cette table, c'est d'avoir cette réflexion-là. Et avec le recul qu'on peut avoir, avec l'analyse qu'on a effectivement, parce que c'est un vrai travail de fond qui est fait aussi à la fédération, lors de nos assemblées
c'est le constat qu'on fait de tout ça. Et encore une fois, de se dire comment on adapte et comment on s'adapte au milieu de tout ça. Et s'adapter, c'est réfléchir en amont afin d'amener les meilleures solutions avec nos services développement, nos services optimisation, nos services économistes pour amener la solution et transformer tout ça. Voilà. C'est une contrainte pour toi dans la construction, le décret tertiaire ou... En fait, ces chiffres-là, c'est un constat. D'accord ? C'est clairement, c'est ce que nous donne le compteur, c'est le constat. Maintenant, pourquoi on en est là ? D'abord, il ne faut pas négliger la crise climatique qu'on a devant nous, d'accord ? Qui est là, qui n'est pas devant nous, qui est là, et sur lesquels il faut forcément travailler. Donc, bien sûr, la France sait faire des normes, sait faire des réglementations. En face de ça, je pense qu'il faut avoir du bon sens, et je pense que c'est ramener tout ça au bon sens. Et il y a quelque chose qui fait que les industriels qui sont nos clients, parce qu'on parle de bâtiments d'activité, qui sont nos clients, ont forcément eu une prise de conscience qui est importante, parce qu'ils sont déjà dans leur sujet à eux complètement impactés par ça. Je croyais l'avoir éteint, je suis désolé. Pas de souci. Mais par contre, l'augmentation des matériaux, c'est un fait, mais il y a l'augmentation de l'énergie, le coût de l'électricité. On est passé par des périodes où on a vu flamber, c'est le cas de le dire, l'électricité ou toutes les sources d'énergie, qui font vraiment prendre conscience que le bon sens veut que ces bâtiments soient performants énergétiquement. Donc, ils étaient obligés de le faire avec leur réglementation, mais maintenant, ils ont tout intérêt à le faire, pas seulement pour répondre à la réglementation, mais parce que c'est bon pour leurs dépenses. Donc ça, pour moi, ça peut que aller dans le bon sens, même si tout de suite c'est un problème. Et ce qui nous amène justement, pour rejoindre ce que disait Sébastien à l'instant, qu'on soit proche d'eux pour leur permettre de trouver des solutions. Parce que les solutions, c'est ensemble qu'on peut les trouver. Nous, on est experts du bâtiment, et il y en a, d'accord ? Sébastien est expert en énergie, et clairement, c'est important de travailler sur ces sujets de cette façon-là. Ne serait-ce que sur l'existant, parce que pour nous, on voit bien que dans les problèmes, dans les causes de ces problématiques de rendre cher la construction, il y a la problématique de raréfaction du foncier, et qu'on a une vraie opportunité, nous, en étant au plus proche conseiller de nos clients, à leur aider à aménager les bâtiments existants. Tout n'est pas possible, d'accord ? Quelquefois, il vaut mieux raser pour reconstruire, entièrement d'accord. Mais on ne peut pas actuellement faire le choix de raser avant d'avoir vraiment étudié d'une façon performante comment amener plus de performance à l'existant. Et il y a forcément des enjeux importants. Donc les enjeux de rendre le bâtiment plus performant, on dit en dépenses énergétiques tout de suite, donc ça c'est sur le compte de résultat que ça se voit, mais il est aussi sur le bien-être des salariés dans les bâtiments, et dans le fait qu'ils passent une bonne partie de leur temps dans les bâtiments. Il faut recruter. On voit bien que ça rentre sur un outil de recrutement qui, il y a quelques années, c'était même pas pensable. On voit bien maintenant que la façon dont on va accueillir les salariés et les nouveaux salariés est importante dans le recrutement. Et puis, quand on parle de recrutement, les jeunes, pour entrer maintenant dans nos entreprises, ont besoin de trouver du sens dans ce qu'ils font, et que les entreprises soient engagées justement sur ces phénomènes environnementaux et d'amélioration des conditions. Donc, c'est tous ces facteurs-là qui font qu'il y a un vrai enjeu à traiter le bâtiment par rapport à ces critères. Et voilà. Et la question que tu me posais, c'était quoi ? Excuse-moi. Non, est-ce que c'était une contrainte, ce décret tertiaire ? Non. Sachant que c'est une super chose. La hausse du coût de l'énergie, ça a été effectivement, c'est problématique. N'empêche que ça fait se poser les bonnes questions et on a pris les bonnes solutions pour qu'on se dise arrêtons de consommer, de surconsommer dans des bâtiments qui sont forcément mal isolés ou alors pas adaptés ou même dans des process, parce qu'il n'y a pas que le bâtiment aussi, on a fait des process. C'est là où je vais enfoncer un peu le clou et je dis aujourd'hui on est sollicité par des gens qui nous appellent et nous disent ouais, j'ai une installation, je consomme 100 kilos, où est-ce que je peux acheter moins cher le kilowatt ou qu'est-ce qu'il faut faire?
déjà, ce que tu vas commencer par faire, c'est faire en sorte que tu ne vas plus consommer 100, mais tu vas consommer 50. Parce que déjà, tu vas aller taper à la porte à Montélier et tu vas réfléchir pour optimiser. Parce que avant de vouloir gagner 2 centimes sur du rachat, il faut déjà se demander pourquoi on consomme autant. Donc, l'audit technique de la consommation, c'est déjà une première clé. Une fois que tu as optimisé ton bâtiment, tu vas optimiser ta gestion de ton énergie. C'est-à-dire que tu vas mettre des process pour consommer différemment en des heures différentes ou optimiser ta machinerie. Donc ça, c'est ça les visions qu'il faut avoir aujourd'hui. Et c'est ce que, aujourd'hui, sous contrainte, c'est pour ça que je dis, les gens prennent la contrainte. Alors, on parle du décret, mais on pourrait parler du photovoltaïque, c'est exactement pareil. Vous construisez, vous avez une obligation de 40% de couvrir. Le mec, il se dit, putain, je vais construire un bâtiment, c'est 40%. Ah, je vais prendre 40% de charge sur mon bâtiment. Alors, quand je dis charge, c'est tout, hein, puisque c'est les toits qui doivent être modifiés, c'est tout un tas de trucs, et puis c'est le réel coût pour installer. Mais faites de cette contrainte, de cette charge-là, faites-en un atout. Et l'atout, c'est aujourd'hui, faites pas 40%, vous faites 100%. Et vous devenez des producteurs d'énergie. Comme ça, vous avez dans vos mains les clés pour vous maîtriser votre coût de votre énergie sur du moyen long terme. Donc ça, c'est aussi une clé. Donc, on est dans cette dynamique. Aujourd'hui, nous, les entreprises autour de cette table, contrairement à d'autres où, banalement, le mec ne va pas se soucier du client. Il va lui dire, bon, ben, pour gagner, tu fais 100, je vais t'envoyer chez un mec qui va t'acheter, vendre de l'énergie 2 centimes moins cher. Et puis, je vais te faire un bout de devis comme ça. Mais ce n'est pas ça la réflexion qu'il faut avoir. C'est une réflexion qui est beaucoup plus globale. Et le problème, c'est que, bon, comme souvent, on ne va pas rentrer dans toutes les normes qu'on a en France ou en Europe et qui sont impactantes. On pose un pavé important sur le dos de l'industriel ou sur le dos de l'investisseur. Et on lui dit, démerde-toi avec l'impact que ça peut avoir, mais il faut faire. Voilà. Et là, notre vrai rôle, c'est d'accompagner pour faire du mieux possible. Pour revenir sur les contraintes, oui, c'est une contrainte, c'est une réglementation. Une réglementation, c'est déjà, dans le vocabulaire, c'est déjà une contrainte. Mais ton client, il le vit comme une contrainte. Mais le client, il le vit comme une contrainte si on le laisse avec ça. D'accord. Si on ne lui donne pas de solution et s'il n'arrive pas. Par contre, pour moi, c'est quand même par les contraintes qu'on avance. Notre client qui est un industriel, qui est un entrepreneur, des contraintes, il y en a du matin au soir. D'accord. Quelqu'un qui travaille pour l'avionique, des contraintes, il en a plein. On parle de normes, d'accord. Et on a quand même beaucoup de nos clients, de nos maîtres d'ouvrage qui sont dans ce métier-là et qui travaillent à un certain niveau pour ce métier-là. Et donc, ils sont habitués à ça. Ce qu'il faut, c'est qu'ils puissent trouver des solutions et des partenaires pour ça. Et il y en a. Et puis, il y en a, bien sûr. Et je voulais revenir sur... on parle de nos clients qui sont des industriels. Il y a aussi le bâtiment public. Le bâtiment public, les contraintes que l'État se donne aussi, il se les donne aussi à lui-même. D'accord ? Il n'est pas souvent exemplaire dans la façon de régler ces réglementations et ces contraintes qu'il se donne à lui-même. Il se les applique. Mais il doit se les appliquer. Et pour montrer un peu l'engagement qu'on prend et la volonté qu'on a de monter le plus haut dans la chaîne de valeur au niveau de ce conseil pour le marché public, c'est compliqué. Par contre, la commande publique a imaginé un montage qui s'appelle le marché global public global, le MPGP, le marché public global de performance. D'accord, qui est un outil qui n'est ni plus ni moins l'offre globale dans le privé, qui à la commande publique était compliqué à s'adapter. Mais voilà, il y a une dérogation de la commande publique, du marché MOP, de la loi MOP, qui permet de pouvoir passer sur ces contrats. Et on se rend compte que sur nos territoires, il y a beaucoup d'acteurs de la commande publique qui partent sur ce principe-là parce qu'ils ont une réflexion globale, ils ont un engagement global comme on trouve dans le contractant général qui leur permet d'être sûr sur le prix, de ne pas d'avoir d'incidence, d'avoir un engagement sur la qualité des prestations, d'accord, sur un délai de prestation et en même temps d'une maintenance qui suit la construction qui leur permet de garantir ces performances.
Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et nous, on a créé une structure en 2012 avec 5 autres associés, entrepreneurs du bâtiment, hein, issus de la fédération. C'est à la Fédé qu'on s'est rencontrés et qu'on a dit il faut qu'on mette quelque chose en place là-dessus. On a créé Icar Développement, qui est une filiale, quelque part, dont je suis actionnaire et je suis le directeur général. Stéphane Bellamy, ex-entreprise 26, est notre président, et qui développons justement ces marchés-là. Donc on a fait 5 millions l'année dernière, on va faire 10 millions cette année en 2024, et sur le marché public, des rénovations d'écoles, des constructions d'écoles neuves, on a fait l'UMM juste à côté ici, juste derrière, et notamment avec aussi Edrelec. Donc c'est exactement la même démarche de conception-réalisation, mais qui répond, et qui est la seule façon de répondre à l'engagement de performance, parce que l'engagement de performance, ce n'est pas que le chauffage qu'il faut changer, c'est aussi tout le reste qu'il faut imaginer, ce que disait la façon de travailler. Et on ne peut pas travailler ce sujet-là sans le travailler de façon globale. Comme on ne résoudra pas et on ne mettra pas en place toutes les solutions pour améliorer et lutter contre ce réchauffement climatique en travaillant que sur un sujet et que c'est globalement qu'il faut le traiter. Voilà. Et ça, c'est une solution. Et encore, cette solution, elle vient de nos entreprises. C'est ça qui est important. Oui. Et puis là, il faut dire, moi je dis bravo encore une fois. Alors, ce coup-ci, c'est pas Bonhomme, c'est Icar Développement. Parce que autant quand vous touchez l'industriel financier d'un groupe et que vous échangez autour de la table, comme on pourrait le faire ici, et qu'il a pris conscience de tout ça et qu'il a surtout un pouvoir décisionnel immédiat, dans le marché privé, on arrive plus rapidement à amener nos solutions. Je dis bravo parce que vous avez lancé ça il y a quelques années maintenant. Ça n'a pas dû être évident à avoir à chaque fois les bons interlocuteurs, les gens à qui dire et redire. Et effectivement, c'est des vraies performances qui ont été réalisées pour, dans le public, amener cette solution-là, qui est fondamentalement, comme le disait Christophe, la même qu'il y a dans le privé, mais qu'il a fallu amener dans le public. Et aujourd'hui, là où il a raison aussi, c'est que ils nous ont imposé, des décrets et des choses, et c'est vrai moi je vais être un peu moins propre que Christophe, il traîne la patte à faire avancer tout ça, et que si localement, hein, je parle pas au niveau national, je pense pas que tu as la prétention de dire que vous êtes au niveau national avec Icar Développement. Ah non, on est acteur du territoire, on veut faire travailler l'entreprise locale autour de nous. Aujourd'hui, comme ils font travailler le territoire, aujourd'hui, c'est grâce à ce groupement et cette réflexion, encore une fois, qu'ils ont pu amener une solution pérenne et un vrai outil pour répondre à la demande qui avait été posée. Donc, encore une fois, c'est parce qu'il y a des gens qui ont une vision dans la stratégie qui est saine et qui ont su aussi s'adapter et l'amener sur du marché public où effectivement les règles. Mais la spécificité d'Icar là-dessus, elle est sur le fait que le MPGP, c'est au niveau national, il y en a beaucoup de dossiers qui sont MPGP, et on se confronte à des majors les plus structurés pour répondre à ces offres, jusqu'à maintenant, ou qui sont présentés comme étant les plus structurés, c'est les majors, d'accord ? Donc on ne va pas les citer, mais on les connaît tous. Et nous, la façon dont on a pris le sujet, c'est que face à ces majors, les entreprises locales ne pouvaient être que sous-traitantes. Exactement ce sur quoi a insisté Sébastien, je ne vais pas dire lourdement, mais qui a vraiment insisté tout à l'heure, sur le fait que ces entreprises soient traitées comme il faut. Si elles sont sous-traitantes, elles ne seront pas traitées comme il faut, c'est faux. Donc l'idée, c'est de monter des groupements où elles sont co-traitantes avec nous, et qui permettent à ces entreprises de les amener justement plus haut et leur permettre de pouvoir accéder directement, en étant associés, à ces marchés publics. Et les dossiers qu'on traite, on les traite avec des entreprises locales, elles sont toutes entreprises locales. Le marché des écoles de Valence, qu'on a traité avec la ville de Valence sur la rénovation de 4 écoles, on est sur la rénovation de 4 écoles, c'est que des entreprises du secteur qui vont travailler dessus. Et ça, c'est quelque chose aussi que les élus sont intéressés par ça. Donc, je pense que c'est vraiment l'exemple de quelque chose qui est gagnant, gagnant, gagnant. Voilà. Et c'est ça qui nous anime dans ce fonctionnement. Comme on l'a fait avec le privé,
d'arriver à le faire sur le public, c'est une très grande satisfaction. Ouais. Pardon, je fourche. C'était important de le dire. Vous pouvez, parce que c'est un... Voilà. Bon, merci de vous être prêté au jeu des questions qui sont pas forcément faciles. On va passer à la séquence suivante, la main prise dans la tasse. Jingle. Alors, il y a une tasse qui est là. Je vais vous demander de piocher un mot et puis vous me direz ce que ça vous évoque. Qui est-ce qui veut commencer? Alors, il y a peut-être des mots qui reviennent, qu'on a déjà parlé. Oui, mais ça fait rien. Je pense que le mot que j'ai pioché, c'est bilan carbone. Bilan carbone, ouais. Alors, Alors, bilan carbone pour notre entreprise, par exemple. ouais, parce que des fois, c'est des. Moi, ce que je l'entends avec les entrepreneurs, c'est pour tout à l'heure, je te pose un peu la contrainte, mais ça fait peur. Donc, je pense que ça peut. Et au contraire, ça peut être des bénéfices. Donc, ça vaut peut-être le coup d'une petite explication. Le bilan carbone, nous, on a fait notre bilan carbone et une grosse partie de notre bilan carbone vient de nos sous-traitants. D'accord, il est dû aux sous-traitants. Ça montre vraiment, parce que voilà, on sous-traite une grande partie quand on fait du bâtiment tout corps d'État, on prend notre chiffre d'affaires. Alors, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'il y a la part sous-traitante, d'accord, et après, c'est le matériau qu'on utilise, qui est l'acier, qui n'est pas réputé pour être, en tout cas, dans le conscient collectif, le plus économique en carbone, d'accord, et le plus vertueux au niveau environnemental. Ce qui n'est pas vrai, mais j'y vais y revenir, parce que je suis passionné par ça. Mais le métallier à la base. Voilà, parce que ce qu'on produit et ce qu'on fabrique, nous, ce qu'on maîtrise en propre chez Bonhomme, c'est tout ce qui est le métal et l'acier dans la construction. Le bilan carbone, oui, c'est une contrainte d'afficher son bilan carbone, mais on ne peut pas résoudre les problèmes que l'on nie. Donc, tant qu'on n'a pas conscience de notre impact carbone, on ne peut pas traiter et l'améliorer. Et l'améliorer, eh ben, c'est bon aussi pour nos comptes de résultats. Donc, ça ne coûte pas cher de l'améliorer, c'est l'inverse, parce qu'on va travailler sur les dépenses, sur les gaspillages, sur tous ces points-là. Donc, il faut remettre du bon sens dans tout ça. On n'a pas, parce que c'est des technocrates qui nous pondent nos lois et qui nous pondent tout ça, que forcément, si on le ramène avec du bon sens paysan, pour moi, c'est vraiment pas une... Souvent, je fais rire du monde quand je dis revenez au bon sens paysan. Je le dis quelquefois à des bureaux de contrôle qui n'ont pas toujours compris ce que je voulais dire. Mais j'aime bien parler de mes racines et je pense qu'on a besoin d'avoir les pieds sur terre et de venir à des raisonnements simples. Je n'ai pas dit simplistes, simples. Donc le bilan carbone, oui, c'est une contrainte, mais c'est une sacrée opportunité pour faire grandir nos boîtes. Après, et dans la construction, c'est important parce que je parlais tout à l'heure, je faisais référence au fait de ne pas toujours démonter pour démolir, pour construire, d'accord, pas démolir pour faire évoluer nos bâtiments. Je pense qu'on joue énormément là-dessus sur le bilan carbone. On ne sera peut-être pas moins cher à la construction, d'accord, de travailler sur de la rénovation améliorée. Parce que quelquefois, on a l'impression, parce qu'on va réemployer, on va réutiliser, c'est moins cher. C'est pas vrai, c'est sûrement un peu plus cher. Mais si on le calcule avec des euros, c'est plus cher. Si on le calcule et que l'unité, c'est le carbone, c'est beaucoup moins cher. Et je pense que le bilan carbone fait penser à ça. C'est que je pense qu'un jour, dans tout ce qu'on fait, on sera bien obligé de mettre en face des euros le niveau de carbone et qu'on soit jugé là-dessus. On l'est déjà jugé dans certaines offres, hein. Je sais qu'il y a des marchés sur la SNCF, des marchés sur EDF. C'est une obligation. C'est une obligation de traiter sur les deux volets. Et je pense que la clé, c'est que le carbone devienne l'unité indispensable de mesure plutôt que uniquement les euros. Voilà ce que je pouvais dire sur le bilan carbone, me semble-t-il. Bon, c'est un vaste sujet. C'est un vaste sujet, mais c'est... Ouais, on pourra en parler pendant longtemps. Sébastien. Alors moi, je suis tombé sur l'intelligence artificielle. Ah. C'est un sujet d'actualité. C'est un sujet d'actualité. Est-ce que c'est un sujet chez toi, dans ton entreprise déjà? Alors, il l'est, mais uniquement sur la gestion de l'entreprise et l'analytique que ça peut nous amener sur des outils, que ce soit de production, de critères et de tout ça. Aujourd'hui, ça évolue aussi sur l'aspect technique, puisque
on va pouvoir aller plus vite et plus finement sur une approche technique de dessin et d'études grâce à tout ça. C'est déjà le cas ou c'est non, où moi, ça commence? J'avoue sincèrement qu'aujourd'hui, on n'est pas, le groupe est encore pas rentré dans l'ère de l'intelligence artificielle. On est au début. On est au début et on mise plus sur l'intelligence humaine pour l'instant. Mais encore une fois, dans l'esprit d'être opportuniste et de ne pas être fermé, hein, on ne vit pas sur les vieux fondamentaux. On va essayer de prendre le tournant pour aller chercher encore une fois la vraie valeur ajoutée de cette évolution qui est en marche et qui est, à mon avis, pas arrêtable et pour laquelle il faudra composer. Et quand on dit ça et qu'on vit dans une ère de changement, il y a deux façons de l'appréhender, ou on est réfractaire à ce changement et on le subit. Hein, et là, parfois, on peut très mal le vivre. Hein. On l'a vu sur l'humain et le social, par rapport à ce que disait Christophe tout à l'heure. Aujourd'hui, on n'est plus sur des gens qui s'inscrivent dans du très long terme en se disant j'ai un CDI, j'achète une maison, j'achète une autre voiture, et dans 20 ans, et dans 30 ans, et tout ça. On est sur des gens de projet. Et les gens de projet, il faut les animer sur des projets d'actualité. Et c'est pour ça que j'en viens. Demain, on aura des gens qui seront très spécialisés sur des projets cibles. Et l'intelligence artificielle s'inscrit là-dedans. Parce que c'est des projets moteurs pour une nouvelle génération où il y a une vraie valeur ajoutée, il y a cet aspect technique, tout ça. Et on va aller prendre chez eux de manière peut-être que ponctuelle sur de la mission, sur des choses. Et on va faire en sorte d'adapter au mieux cette intelligence artificielle dans notre schéma, sachant que pour ma part, je me dis que on ne peut pas, tous les sujets qui sont aujourd'hui, vivre en fermant les yeux, ou alors il faudrait se dire on est sur du très très court terme. Et puis moi je m'en vais dans demain ou après-demain, donc il se passera ce qui se passera. C'est pas le cas parce que aujourd'hui on est dans l'esprit de donner de l'avenir aux familles qui composent le groupe, et pour ça il faut encore une fois s'adapter, prendre ces sujets et prendre ces sujets de demain. Voilà. On ne te questionne pas trop dedans, les plus jeunes qui sont là. L'IA aujourd'hui, pas trop encore. Pas trop. Je pense que à travers, encore une fois, notre fédération, elle fait un vrai travail de fond, puisque dans le cadre de la Fédé, il y a des gens qui sont moteurs sur des process et qui ont bien travaillé. Et effectivement, ils sont arrivés à mettre la valeur ajoutée de l'IA dans la PME. Voilà. Alors, comme je le disais, sur de l'analytique ou du contrôle-gestion, avec une analyse rapide de l'ensemble des données qui sont à récolter, donc ça peut aller très très vite, mais aussi sur des aspects techniques. Donc il y a des intérêts qui sont portés par certaines personnes. Je pense à Jean Ramirez, qui est faiseur là-dedans, qui fait partie de la fédération et qui est un confrère patron de PME aussi, qui s'est beaucoup investi et qui est en train de dégrossir, on va dire, le sujet pour amener aux PME les points importants et l'intérêt de l'IA dans tout ça. Voilà. Bon, c'est des sujets des sujets importants. Ouais, qui vont suivre. Ouais. On n'a pas fini d'en parler, je pense. Ah non. Bon, maintenant que vous avez été pris la main dans la tasse, on va regarder notre rubrique coup de cœur ou coup de gueule. Jingle. Alors, tous les coups sont permis. Vous nous partagez un coup de cœur ou un coup de gueule? On peut prendre les deux. Oui, je veux bien prendre un coup de gueule, moi. Toi, c'est sûrement ce que tu vas prendre aussi. Non, moi, je vais prendre un coup de cœur parce qu'aujourd'hui, je suis... Vas-y, commence alors. je suis vraiment dans une approche où justement, des coups de gueule, on en entend. On voit dans l'actualité passer beaucoup de choses. Et moi, le coup de cœur que j'ai, c'est la construction du groupe Elben avec toutes ses ressources, tous ces hommes et femmes. Et c'est, même si on n'est jamais arrivé au bout, on est en train de faire un long marathon, mais mon vrai coup de cœur, c'est
c'est la dynamique de l'ensemble des acteurs qui composent le groupe. Tu l'aurais imaginé il y a 12 ans, quand tu as commencé l'histoire? J'avais imaginé que si on devait aller quelque part, on irait comme ça. Parce que tout était construit sur l'humain et sur les gens qu'on allait rencontrer et la stratégie qu'on allait donner. Mais mon vrai coup de cœur, c'est de voir au bout de... Alors, ça ne paraît pas beaucoup, 12 ans et tout ça, mais c'est l'énergie et le coup de cœur que j'ai pour chacun de mes collaborateurs aujourd'hui, la fierté qu'ils aient à continuer à faire partie, l'avenir qu'on arrive à leur donner, et encore une fois, d'avoir réussi au milieu de ce monde de brut, difficile, après un post-Covid qui a pour autant été propice pour les entreprises, puisqu'on a construit plein de choses, et on sait pourquoi il y a eu les opportunités de continuer d'avancer. Mais dans un environnement qui peut paraître morose, mon coup de cœur, c'est la dynamique de tous les acteurs de mon groupe aujourd'hui au sein de ce monde qui bouge, qui va encore bouger. Mais c'est mon vrai plaisir. Si j'ai une fierté aujourd'hui, c'est tous ces gens-là qui nous ont permis, encore une fois, de passer de 10 personnes en 2012 à 120, 130 personnes aujourd'hui. Des gens avec plein d'avenir, les yeux qui brillent, des patrons investis, un actionnaire proche avec Tristan qui a encore et qui a une vraie dynamique pour donner de l'avenir à tout ça. Et mon coup de cœur aujourd'hui, il est là. J'aurais pu vous parler de mon épouse ou mes filles, qui sont bien évidemment mon coup de cœur principal. Mais aujourd'hui, en étant sérieux et pragmatique, c'est ça la force, quoi. C'est ce qui t'anime le matin quand tu te lèves. Ouais. C'est pour ça que je me lève le matin et je continuerai à me lever. Parce que même si je pense que Christophe a pu peut-être le vivre, même si nos principaux échecs, c'est l'homme, nos plus belles réussites, c'est les hommes et les femmes. Donc quand on est dans notre approche, vous avez compris ce qui nous anime aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis très heureux qu'on ait vécu ça, cette matinale ensemble. Alors, j'aurais pu la vivre avec d'autres personnes que Christophe, mais peut-être elle se compte sur le doigt d'une main quand le groupe a 400 ou 500 clients aujourd'hui. C'est ça qui fait que on peut projeter nos collaborateurs, on peut donner de l'avenir à nos boîtes parce que on est dans cet environnement. Alors, certains me disent souvent, vous avez de la chance. On l'a créé, la chance. Je pense que la chance, elle y est pour rien. Quand je vois le travail de chacun des patrons dans les secteurs du groupe Ardéchois, Sud-Drôme et tout ça, il y a une énergie, il y a une dynamique, il y a une culture d'entreprise qui fait, et mon coup de cœur du jour, il est là. Il est pour eux. Voilà. Alors, ce coup de gueule, tu vas taper sur la table? Non, pas du tout. Non, je ne vais pas taper sur la table. Je prends du recul tous les jours, mais quand même, l'actualité me permet d'eux. Non, mon coup de gueule, c'est vraiment sur les gens, les défaitistes, les gens qui se lèvent pas le matin et qui, déjà pour commencer, commencent à critiquer, voient du noir partout, voient du mal partout, accentuent les peurs, on voit ce que ça peut donner, d'accord, avec le vote par exemple qu'on a eu. Je ne veux pas faire de politique là-dessus, mais on ne peut pas dire se réjouir ou pas de ce qu'il en est, mais à force de crier au loup pour des conneries les unes après les autres, c'est totalement insupportable et c'est totalement, pour moi, en déconnexion complète de mes valeurs qui sont dans l'optimisme, pas l'optimisme béat. Il ne s'agit pas de dire que tout va bien, mais de dire que le décret tertiaire, par exemple, c'est une galère, et ben il n'y a qu'à regarder le côté positif, on en a parlé tout à l'heure. Oui. La crise climatique, c'est pas en pleurant sur nous qu'on va la résoudre, clairement pas. Et j'en veux énormément à tous ces vendeurs de peur qui sont là dans le calcul. Mais les médias, mais ceux qui parlent dans les médias, donc il y a les médias, d'accord, mais les médias, ils relaient, ils accréditent, ils relaient. Mais il y a bien des gens qui parlent dans les médias. C'est à ces gens-là que j'en veux, qui font qu'on arrive à des résultats comme ça au niveau des élections, par exemple.
Et je trouve que c'est totalement en inadéquation avec le rôle d'un entrepreneur qui est là pour entreprendre et trouver du positif dans les choses et agir. C'est de la peur, on n'agit pas, d'accord? C'est Winston Churchill qui disait la peur, je connais pas la peur. Attends, je perds la phrase. Je vais la retrouver parce que je vis avec ça en ce moment. On ne doit pas avoir peur si ce n'est de la peur elle-même. On ne doit pas avoir peur si ce n'est de la peur elle-même. Et je trouve que ça, c'est super important. La peur, elle sert à rien. D'accord? C'est l'histoire du petit oiseau que je disais tout à l'heure. Si tu as peur de t'asseoir sur la branche, si tu crois en tes ailes, tu ne peux pas tomber. Tu t'en fous que la branche casse. Et je pense que c'est ça notre boulot d'entrepreneur. C'est ça notre boulot de fédérateur, d'animateur de nos entreprises, d'animateur de nos réseaux et notre acteur et notre action sur le territoire ou sur nos territoires, là où on est, juste là où on est, elle doit être là-dessus. Parce que le reste, on n'en fait rien, quoi. Voilà. Et on peut pas ouvrir, il faut surtout pas ouvrir la télévision, il faut surtout rien ouvrir du tout, parce qu'on n'aura pas que ça. Alors qu'à côté de ça, il y a des gens qui investissent, il y a des gens qui croient, il y a des gens qui développent, il y a des gens... Enfin, on vit de ça. Et ça, on n'entend pas parler. D'accord? Et après, on a les résultats et on est étonné. Mais moi, je suis surpris, tous les gens qui viennent, on est à la 4e émission de la saison, on en a fait 6 l'année dernière, et j'entends plutôt des entrepreneurs locaux qui sont plutôt optimistes et c'est pas du tout ce qu'on entend forcément dans les médias avec des gens qui se plaignent beaucoup, mais il y a quand même un autre courant qui est là avec des gens qui sont beaucoup plus optimistes. Tu as la réponse dans ta question. C'est-à-dire que entrepreneur, on ne peut pas être un entrepreneur étant défaitiste. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être c'est marqué dans le mot. Entrepreneur, il entreprend. Tu ne peux pas entreprendre si tu veux. Bah, tu prends un fusil, tu te tires dedans et puis c'est tout. C'est pas celui qui râle le plus entrepreneur. C'est pas possible. On ne peut pas être entrepreneur et défaitiste. Et puis Sébastien, c'est clair qu'à un moment donné, si on devient, on se met dans le même schéma, on arrive, on a 100 familles ou 150 familles. Si on a plombé le truc dès aujourd'hui, je veux dire, nous, on n'a pas le droit. Et notre rôle aujourd'hui, il est justement au milieu. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est au milieu de tout ce qui se... On peut parler de décret, on peut pas... Moi, je ne parlerai pas de politique parce que j'en parle jamais. Je pense que je parle pas de politique. Je l'exclus de mon fonctionnement, mais effectivement, on appuie sur la télé, on regarde la télé, on écoute la radio. Voilà, donc nous, notre force, c'est de passer au-delà de ça et de tirer autour de tout ça le bénéfice qu'on peut en faire. Et il y en a, plein. Et il faut le dire, et c'est un peu le but aussi de ces émissions, parce qu'on a un territoire qui est aussi fabuleux. Justement, c'est une transition qui est toute faite. J'aimerais savoir pourquoi vous avez investi ici plutôt qu'ailleurs. Jingle. Alors, pourquoi ici et pas ailleurs, Pour ma part, mes racines, elles sont là. Moi, je suis un pur produit. Ça me permettra de faire un petit hommage à mes pairs professionnels, mais je suis un pur produit de la maison RIS. Donc, la maison RIS a sévi et sévit encore à travers un autre nom, mais dans la région. Donc, ayant fait mes classes ici pendant 20 ans, naturellement, je me devais, alors à une autre échelle, de rendre au territoire ce qu'il m'avait donné. Mais c'est déjà pas mal. Mais l'idée, voilà, c'était de donner de l'emploi, de donner une approche PME, et tout naturellement, ça pouvait être que dans le secteur, puisque les réseaux, les rencontres. Mes pairs qui étaient pas loin pour m'aider dans ces premières années où quand on passe d'un mode de production à entrepreneur et qu'on n'est pas de la partie, de cette lourde partie administrative, financière, qui est d'être patron d'une boîte, et ben, c'est bien d'avoir des pairs qui sont pas loin et puis d'en découvrir d'autres qui te guident tout au long. Donc pour moi, il n'y avait pas de débat. Le job, il était ici, avec des gens d'ici et puis de la proximité. Donc, pas de souci pour moi. Toi ça a été écrit ici, tu n'allais pas la délocaliser, mais tu aurais presque pu aller ailleurs.
Tu disais qu'en plus, tu as des missions au niveau national. Oui, oui, Ça- mais bon, c'est pas, enfin, déjà, je me suis jamais posé cette question, donc Ouais. merci de me la poser, ça me fait l'occasion d'y réfléchir. Euh, mais en fait, j'ai pas choisi, et puis je pense que c'est mon ADN, mon éducation, mon boulot, c'est d'être utile là où je suis. Je pense que ce qui me porte, c'est ça, être utile là où je suis. Donc, ça aurait pu être ailleurs, sûrement. Je pense que j'aurais fait la même chose, enfin, différemment, ou autre chose, mais en tout cas, j'aurais essayé d'être utile là où je suis aussi. Et bon, tu fais référence à mon mandat de la fédération en étant président de l'Union des métalliers au niveau national. C'est pareil, je suis là-haut, je suis avec les métalliers de France et j'essaie d'être utile là où je suis. Donc, ce soit là ou ailleurs. Et puis après, on n'aime que ce qu'on connaît. Donc forcément, j'ai appris à aimer ce territoire et je l'aime passionnément. Et mes parents sont originaires d'Ardèche. On vit dans la Drôme, à 2 pieds du Vercors, à 2 pieds de la mer. Tout va bien, quoi. Voilà. Oui, puis tu disais on parlait de chantier sur le local où tu faisais très attention à faire travailler des entreprises locales. Bon, tu Oui. as un partenaire ici, mais tu conçois pas d'aller faire autrement. Et Non. même, c'est ce Mais- qui t'exaspère quand justement on ne réfléchit pas comme ça. Oui, mais c'est pour ça que quand on se déplace et on travaille dans les Hautes-Alpes, on travaille sur la région de Marseille et Aix, notamment pour pas mal de clients qu'on a depuis longtemps et qu'on suit régulièrement, qui est le groupe Mercedes, dont le groupe Elben fait une grosse partie des travaux avec nous. Mais les entreprises, on les prend localement aussi. C'est-à-dire que quand on est sur un territoire marseillais, on essaie de prendre une entreprise marseillaise. C'est rarement un maçon d'ici qui descend, c'est rarement un TP. Ça, c'est d'une façon évidente parce que le TP, il a du mal à se déplacer. Mais les autres entreprises, elles sont souvent locales aussi. Donc, le boulot, c'est d'animer localement. Donc, voilà. Je pense que oui, moi, mon mantra, c'est ça. Sois utile là où tu es. On a un beau territoire, je ne vais pas vous dire le contraire. Ouais. Allez, on va continuer dans ce sens et découvrir vos projets du moment. Jingle. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de vos projets du moment, de l'année ou de vos actus? Tu m'en as, je ne sais pas si tu en as certaines plein, mais il y en a une qui m'a paru importante quand tu me disais tu es arrivé. Il y a 2 mois, tu as signé un pacte avec la famille qui travaille. Oui, une belle on est actu. voilà, moi ça, j'aurais pu dire que c'était un coup de cœur tout à l'heure, mais bon, j'ai voulu rester sous le coup de gueule. Mais oui, oui, bon, comme on a fait allusion plusieurs fois, on est vraiment une entreprise familiale et on a nos enfants, nos filles, nos garçons, nos aînés, à Thierry et à moi, donc Melvin, qui est le fils aîné de Thierry, et Maxime, qui est mon fils aîné, qui sont entrés dans l'entreprise il y a 7-8 ans. Et on vient de signer un pacte d'Utreil, justement, pour la transmission de nos parts. Donc maintenant, ils sont non seulement nos enfants, ils sont aussi nos associés. Voilà. Et ça, c'est une vraie fierté. Ça, c'est un beau projet. Bravo. Belle actu. Bravo. Voilà l'actu. Voilà. On peut sauver, c'est trop bien. Je ne pensais pas me parler de ça. Tu voulais donner une autre actu? Non, je réfléchissais parce que je ne savais pas que tu allais me poser la question sur nos actualités, mais il y en a plein d'actualités. Non, mais celle-ci, tu as raison, c'est la plus importante. Après, quand tu parles de projet, nous, on appelle nos prospects et les dossiers sur lesquels on travaille des projets. Donc, tout de suite, ça me vient en matérialité. On est très satisfait d'avoir traité d'une façon intelligente et efficiente, encore une fois, avec mon ami Sébastien, le dossier de la Poste à Valence, qu'on a livré et qu'on a obtenu le label HQE Haute Performance alors qu'on tapait en dessous, et on l'a eu. Donc, c'était vraiment quelque chose, un exemple de collaboration à tout point de vue, du début jusqu'à la fin, avec le porteur de projet qui est parisien, qu'on ne connaissait pas, mais qui était propriétaire du site de Safran, la réhabilitation de tout ce site-là, qui est passé par une démolition complète à notre désarroi, parce qu'on aurait bien aimé que ça puisse se faire, mais là, c'était pas, il y avait trop de bâtiments différents, ça ne pouvait pas fonctionner. Voilà, qui est un bâtiment de 11 000 m² en tout corps d'état, c'est une grosse opération. On a livré l'année dernière aussi pour Exam le site complet de leur 3e usine de fabrication de voitures sans permis, toujours sur une friche qui est la friche Pont-à-Mousson en Dansette, dans le nord de la Drôme. Et puis on a des jolis projets, notamment avec un industriel local qui regroupe ces opérations, qui s'appelle Exto, un dossier qui va sortir dans l'année,
sur la zone de Porte du Vercors à Châteauneuf. Et un gros dossier sur Vinay, en 38, encore aussi assez local, d'un industriel grenoblois qui regroupe 4 sites de production sur un seul site. Et là, il y a une sacrée aventure, et voilà, quelque chose qui va nous porter jusqu'en 2025. Voilà, pour des projets qui sont des projets de construction, puisqu'on est là-dedans. Ouais. Et toi, projet, actu? Alors projet, comme je vous le disais tout à l'heure, on bosse depuis pas mal de temps sur une complémentarité au niveau de nos métiers. Donc aujourd'hui, je vais commencer par remercier, il fait beaucoup de louanges à... Ouais, mais oui, arrête, Vous parlez beaucoup l'un de l'autre. Donc ce coup-ci, je vais pas le faire. Donc voilà, merci. pas non plus. Non, mais aujourd'hui, voilà, on cherchait à amener une complémentarité. Donc je vous expliquais tout à l'heure qu'on est sur le photovoltaïque, et aujourd'hui, on a bien travaillé avec nos équipes, avec Roselyne, avec Voisy-Watt, tout un tas d'équipes, et on a travaillé pour un gros client qui est le groupe A5P, hein, qui est quelqu'un qui nous fait aussi travailler sur le multi-énergie, et pour lequel on avait essayé, on voulait lui proposer aussi une solution qui va au-delà de bonjour, tu as un toit de 2000 m², tiens, voilà une offre, merci, au revoir. Donc je ne divulguerai pas tout autour de cette table, puisque il y a quand même un vrai process qu'on a travaillé depuis 6-8 mois, mais on a su capter l'intérêt d'aller un peu plus loin dans un process particulier. Et à ce titre-là, c'est un projet qui devient complémentaire, puisque quand vous avez un portefeuille client qui est un peu important et des gens qui ont pris essence à traiter leur énergie, on est en mesure aujourd'hui de leur proposer des solutions intéressantes. Encore une fois, transformer une contrainte en bénéfice client. C'est là où on va, et remercier A5P pour leur confiance et le coup de main qu'ils nous filent pour avancer sur ce sujet. Et là, tu traites dans le global. Alors là, on traite sur la vision photovoltaïque. Hein, t'en fais un bénéfice. On en fait un vrai bénéfice pour eux, puisque on sort d'un giron obligatoire de 40%, comme je disais tout à l'heure, qui peut paraître une contrainte, en disant transformer tout ça en 100%, et vous verrez que l'enjeu il est complètement différent, et il se transforme, cet enjeu. Et sur la toiture photovoltaïque, c'est possible encore aujourd'hui on l'entend souvent comme une contrainte encore. Et oui, mais c'est des croyances. C'est ce qu'on dit avec. Alors moi, je suis prêt à en laisser croire plein, hein, dans cet esprit, hein, qui continue à croire à ça. On a aussi présenté cette façon de faire à Christophe, qu'il avait largement compris, puisqu'il n'a pas attendu après nous pour avoir cette réflexion. Mais c'est encore une fois toute la clé du truc, c'est d'analyser une contrainte, la transformer. Et oui, aujourd'hui, on peut avoir une approche différente, mais elle amène une vraie réflexion différente. Les échanges qu'on a, c'est qu'ils conçoit et tout ça, c'est qu'on ne fait plus en plein milieu du toit des usines, des productions de CTA ou tout ça, puisqu'elles vont pénaliser des mètres carrés de toiture. On va les décaler devant des costières, puisqu'il y a des jeux d'ombre, donc là on ne pourra pas mettre de panneaux. Donc il y a une vraie vision complète à revoir pour optimiser. Et notre rôle, c'est d'amener cette optimisation. Et le projet 24-25, c'est de concrétiser. Je vais faire une petite parenthèse, mais il y a eu plein de bêtes passes qui ont été faits au centre du terrain. Et puis des fois, on va derrière l'embu et on marque des essais. Des fois, ça passe pas. Mais nous, aujourd'hui, on s'est fait plein de belles passes avec des gens intelligents, et on commence à concrétiser derrière l'embu ces essais. Et l'idée pour le groupe, c'est de continuer ce qui fait bien aujourd'hui avec modestie sur les clients historiques, et d'amener cette complémentarité avec tout ça, parce que il y a une intelligence à avoir cette vision-là beaucoup plus complète sur le sujet. Affaire à suivre, alors des beaux projets, des choses qui sont déjà réalisées. Mais pour l'heure, je vais vous demander de balancer des invités. Jingle. Alors, des nouveaux invités vont bientôt venir boire le café.
parce que j'ai encore d'autres émissions que je vais certainement faire. Qui est-ce que vous aimeriez voir venir partager un café autour de la table, maintenant que vous êtes des pros de l'émission, que vous connaissez toutes les coulisses? Alors moi, Un nom à me balancer ou pas forcément? ouais, c'est pas forcément très évident parce que vous avez déjà fait pas mal aussi d'émissions. Après, ça serait des gens qui seraient dans la même culture dans laquelle on est, bien évidemment, hein, dans l'approche, dans la dynamique qu'on peut avoir. Moi, j'aimerais que vous mettiez autour de la table, par exemple, une personne forte de notre fédération du bâtiment. Ça serait bien qu'on mélange un petit peu quelqu'un qui ait cette vision un petit peu globale, qui sache parler de l'actu économique et de tout ça. Quelqu'un qui soit en mesure de relayer, puis de voir si ce qu'on vous a dit, je crois qu'on est à peu près dans le même tempo. Et puis avec quelqu'un qui comme ça, on aurait aussi une vision de cette approche publique autour de notre économie locale et puis de la force de tout ça. Je sais pas, j'ai pas le souvenir d'avoir vu que vous ayez eu. Faut savoir qu'on a une fédération qui est très forte, la 2607, dans l'environnement régional, voire un peu plus. C'est histoire de mettre la pression un peu comme ça aux élus. Mais c'est vrai que là, on a un vrai, sur tous les sujets que vous avez abordés et tous ceux qui, à mon avis, sont dans la petite tasse, on a des personnes qui sont très au vif de cette actu, de tout ce qui se passe localement, hein, et qui ont une vision qui peut être intéressante aussi, et qui pourront donner des tendances, parce que beaucoup de chiffres dont vous sortez sont aussi leurs repères et leurs critères pour travailler. Donc, ça peut être des gens qui peuvent être intéressants. Et pour certains, ils sont à l'Otagne, ils sont pas loin de vous. Ouais, je vais aller fouiller chez eux. Et ils pourraient être assis ici sans trop de difficultés pour échanger. Toi, Christophe, tu as un nom à me donner Ben moi, j'aurais peut-être tourné puisqu'on est des acteurs, peut-être passer par un investisseur, un maître d'ouvrage, industriel. Les confronter. Qui puisse nous dire un peu les attentes qu'il a, ou qui lui permettent de réfléchir à ses attentes, il les connaît sûrement. Mais qu'est-ce qu'il attend du monde de la construction, par exemple? Je serais assez friand de ça. Ça, c'est des choses que je fais avec mes clients, mais d'avoir quelque chose, je pense que ça peut être quelque chose qui peut être intéressant sur le fait, quelqu'un qui a plusieurs bâtiments industriels, qu'est-ce qu'il attend on en a en relation. Ben oui, on en a plein. Donc, qu'est-ce qu'il attend d'une relation, d'une relation avec des gens de la construction, voilà, pour vérifier si on est à peu près raccord avec ce qu'on imagine comme solution pour eux et ce qu'ils en ont conscience. Ou voilà, je pense que peut être quelque chose d'intéressant. J'ai trouvé un investisseur qui se prêtera au jeu des questions. Chose qui me vient à l'esprit. Bon, la pause café on touche à sa fin. Merci d'être venu. Merci pour les beaux messages que vous avez passés, qui seront relayés. L'engagement dont vous faites preuve. Bravo. Merci. Et puis, on se donne rendez-vous pour de prochains épisodes. Et puis, on regardera tout ça. On va suivre vos projets également. Merci. Merci Sébastien. Merci Sébastien. Merci Christophe. Merci, salut.